Merci de nous préférer pour vous informer, Madame, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. Le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi, a reçu en audience l'ambassadeur de la Turquie près le Bénin. Il est allé lui remettre la lettre de félicitations adressée au président Patrice Talon. Célébration ce 29 avril au stade général Mathieu Kérékou de la 17e édition de la Journée internationale de la danse. Le point dans ce journal. Plus de 400 000 morts liés au coronavirus au Brésil. Le pays s'enfonce de plus en plus et devient le deuxième pays le plus endeuillé au monde depuis l'apparition de la COVID-19. C'est tout pour le sommaire de ce journal. Voici le développement. Merci pour l'attention et bienvenue à toutes et à tous. Audience au ministère des Affaires étrangères et de la coopération ce 30 avril 2021. Aurélien Agbenossi a reçu l'ambassadeur de la Turquie près le Bénin qui est allé lui remettre la lettre de félicitations du président turc adressée au président Patrice Talon pour sa réélection. À la sortie d'audience, l'ambassadeur de la Turquie près le Bénin s'est confié à la presse. Écoutons un extrait de ses propos au micro de Kano François Rungbeli-Renton. Je viens de remettre officiellement la lettre de félicitations du président de la République turque, M. Recep Tayyip Erdoğan, adressée au président de la République du Bénin, M. Patrice Talon. Dans ce message, le président Erdoğan félicite le président Talon pour sa réélection et énonce également la disponibilité de la Turquie à continuer dans le dialogue et le développement des relations bilatérales qui ont des bases solides. Et donc, nous sommes prêts à explorer avec la partie béninoise les nouvelles pistes pour le développement durable des relations dans l'avenir. Et c'était un peu le but de la visite. Les forces de défense et de sécurité blessées lors des violences préélectorales continuent de recevoir du soutien. Ce jeudi 29 avril 2021, c'est l'Alliance Iroko qui était à leur chevet à l'hôpital d'instruction des armées HIA pour leur témoigner sa compassion. Clémence Tournecoin et Damien Pedro pour plus de détails. L'Alliance Iroko est allée témoigner sa compassion et sa solidarité aux militaires et policiers blessés lors des violences préélectorales. La délégation, conduite par Bertin Corvi, président de l'Alliance, a été accueillie par le directeur de l'hôpital. Elle a été ensuite conduite dans les salles d'hospitalisation où séjournent les blessés. À la fin de la visite, Bertin Corvi s'est exprimé en ces termes. On peut ne pas s'entendre sur des sujets politiques, mais rien ne peut justifier qu'on tire sur quelqu'un qui ne vous connaît même pas. La plupart de ceux que j'ai vus n'ont rien contre ceux qui ont tiré sur eux. Et c'est malheureux. Donc nous sommes venus témoigner de notre solidarité et de la compassion de l'Alliance Iroko et du peuple béninois en général avec nos frères qui ont été blessés et leur dire que quoique certains d'entre nous aient perdu la raison, une bonne partie, une majorité de Béninois gardent toujours leur raison et que ce qui s'est passé aujourd'hui, enfin ce qu'on a vu, ne se reproduira plus parce que chacun a le devoir aujourd'hui de prier pour qu'on ne vive plus les mêmes choses. Nous avons lancé un appel à souscription de nos militants et nous avons pu réunir une modique somme de 200 000 francs. C'est vrai, ce n'est pas de l'argent. L'État n'a pas besoin de nous pour soigner ceux qui sont blessés, mais nous voulions montrer la solidarité des Béninois. Le président de la communauté nationale du culte vaudou du Bénin, membre de la délégation, a invité les forces de sécurité blessées à renoncer à toute idée de vengeance. J'ai donné des instructions en tant qu'ancien au colonel pour qu'à la fin, ils réunissent tous ceux qui sont blessés et leur faire une formation pour qu'ils n'aient jamais l'idée de se venger contre ceux-là qui ont tiré sur eux. Parce qu'ils sont là, vivants, ils les connaissent, ils connaissent leur localité, ils peuvent se venger. Mais je leur ai dit, ça ne se fait pas dans l'armée, ils ne feront jamais ça. J'ai profité pour expliquer au colonel. On parle souvent de chasseurs. On dit les chasseurs. Je ne suis pas avocat des chasseurs, mais j'ai été chasseur avant d'être ici aujourd'hui.
la divinité Gou interdit à qui que ce soit de manipuler son arme et de tirer sur une vie humaine. Un vrai chasseur ne peut pas faire ça. Donc ceux qu'on appelle chasseurs, qui ont tiré sur des gens là, il faut qu'on fouille et qu'on fasse la part des choses. À noter que certains de ces militaires et policiers blessés ont recouvré leur santé et ont donc quitté l'hôpital. Autre information dans ce journal, célébration ce 29 avril au stade général Mathieu Kérékou de la 17e édition de la Journée internationale de la danse, lancée officiellement par le ministre de la Culture Jean-Michel Abimbola. La cérémonie d'ouverture de cette journée était meublée de différents tableaux culturels. Compte rendu, Kano François Rumbele-Rito, Denis Maroya. Danse patrimoniale, urbaine, acrobatique et contemporaine, bref, le menu de la cérémonie d'ouverture de la 17e édition de la Journée internationale de la danse JID était constitué de différents tableaux artistiques. Organisée et célébrée par la Confédération béninoise de la danse, l'édition 2021 de la JID qui s'est déroulée ce 29 avril sur l'esplanade intérieure du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou a reçu le parrainage du ministre de la Culture qui a répondu présent à la cérémonie d'ouverture. Un acte salué par tous les artistes de la Confédération qui l'ont exprimé à travers la voix de leur président Alade Kofi Adolphe. Nous, les artistes de la Confédération béninoise de danse, on est très contents de votre présence. Parce que, au fait, vous êtes chargés. Mais vous avez dit, quel que soit Alpha Beta, vous viendrez faire 1 heure de temps au moins avec nous. Parce qu'on va fêter jusqu'à l'aube. Venus des 4 coins du pays, les artistes danseurs avaient de quoi émerveiller le public constitué d'autorités à divers niveaux, d'artistes de tous genres et d'amoureux de la danse. Des performances qui ont suscité cet acapella de la part du directeur général du Fonds des arts et de la culture, Gilbert Déou Malé. Autour du ministre Jean-Michel Abimbola de dévoiler les objectifs de la JID et de féliciter par la suite les organisateurs. Les objectifs de la Journée internationale de la danse sont de réunir les pratiquants de la danse, de célébrer son universalité en transcendant tous les clivages culturels, politiques, philosophiques et ethniques et de rassembler l'humanité tout entière autour du langage universel qu'est l'amitié et la paix. Je voudrais dès lors remercier et féliciter les organisateurs de cette célébration de la 17e édition ici au Bénin de la Journée internationale de la danse qui ont compris le rôle prépondérant de la culture sur le développement durable. La commémoration de ce jour reste, comme de coutume, un grand événement regroupant plusieurs artistes danseurs où se succéderont sur la même scène les danses patrimoniales, urbaines, contemporaines et acrobatiques. À rappeler qu'au plan international, cette journée a été instaurée en 1982. Et c'est seulement en 2005 que cette dernière est rentrée dans les habitudes au Bénin. Après la phase protocolaire, place a été donnée aux prestations des différents groupes de danse. Et l'honneur est revenu au Super Ange Rwendonambois de planter le décor. Je vous l'annonçais en titre, en été actualité, plus de 400 000 morts liés au coronavirus au Brésil, selon le dernier bilan rendu public hier. Un bilan minoré, selon certains experts. Le pays s'enfonce de plus en plus et devient le deuxième pays le plus endeuillé au monde depuis l'apparition de la COVID-19. La responsabilité du chef de l'État brésilien, Jair Bolsonaro, dans la gestion de cette crise sanitaire est remise en cause et une commission d'enquête est mise en place. La population, quant à elle, est déboussolée.
La barre symbolique des 400 000 morts a été franchie hier, des chiffres qui seraient sous-évalués selon de nombreux experts. Le Brésil s'enfonce chaque jour davantage dans l'hécatombe humanitaire. Depuis le début de ces crises mondiales, le président Jair Bolsonaro a toujours minimisé la situation. Pourtant, sa responsabilité dans le drame en cours est pointée du doigt. Depuis mardi, une commission d'enquête parlementaire se penche sur les omissions du gouvernement en matière de gestion de la crise. La population, elle, semble désemparée. Écoutez. Cela me pose beaucoup de problèmes, car tout est cher. Je suis au chômage, je vis chez ma grand-mère. La pandémie a tout perturbé. Les études aussi, les écoles se sont arrêtées. Dieu merci, j'ai fini mes études. Je pense que si chacun fait sa part, nous sortirons bientôt tous de cette pandémie. Et ce sera une leçon pour l'avenir, pour que nous sachions comment faire attention et être plus prudents. J'espère que cette troisième vague n'arrivera pas et que tout reviendra à la normale. Le retour à la normale des affaires s'améliore, mais le fait de fermer, d'ouvrir, de fermer, d'ouvrir a causé plus de dommages que de faire les choses directement. Restons au Brésil, malgré le bilan qui s'alourdit de jour en jour, la vaccination peine à prendre. Le vaccin russe Sputnik V qui était attendu pour accélérer la vaccination n'a pas été validé par l'agence sanitaire brésilienne. La société de fabrication du vaccin dénonce une décision politique et menace de poursuivre l'agence en justice. Suivez. Anvisa a été accusé d'avoir menti, d'avoir agi de manière contraire à l'éthique et d'avoir produit des fausses nouvelles concernant l'identification d'adénovirus réplicatifs dans des documents traitant du vaccin Sputnik V. Il s'agit d'une décision temporaire, elle peut être modifiée. Nous ne fermons pas la porte. Les données présentées peuvent être revues, corrigées et soumises à nouveau. Mais la décision de l'autorité de régulation est temporaire. Et à ce moment-là, lundi dernier, nous n'avons pas pu l'approuver, ce qui nous a causé une grande tristesse. Des fuites de discussions audio du ministre des Affaires étrangères iranien risquent d'envenimer les relations internationales sur le nucléaire iranien. Cette interview qui a fuité risque de diviser l'opinion publique à seulement 2 mois des élections présidentielles. Une interview sonore de Mohammad Javad Zarif vient semer le trouble, selon la chaîne Iran International et le New York Times qui divulgue l'enregistrement. Le ministre des Affaires étrangères iranien affirme que son action diplomatique est entravée par les gardiens de la révolution, le bras armé du gouvernement. La publication dimanche a provoqué l'émoi en Iran. Sur son compte Instagram, Mohammad Javad Zarif a réagi et s'est dit favorable à un ajustement intelligent entre les sphères militaires et diplomatiques. À Vienne, les négociations continuent pour tenter de sauver l'accord sur le nucléaire iranien. Une nouvelle étape décisive pour faire revenir l'Iran et les États-Unis dans les clous. Le président iranien Hassan Rouhani estime qu'il y aurait une volonté d'embraser les échanges en Autriche. Le vol d'un document, d'un fichier audio est un problème qui devrait faire l'objet d'une enquête. Pourquoi ce geste à ce niveau? À mon avis, ce fichier audio aurait pu être révélé la semaine dernière. Le ministère du Renseignement devrait enquêter pour en trouver les racines. Il a été diffusé exactement quand les pourparlers de Vienne étaient satisfaisants. Le but est de créer de la discorde. Comment pouvons-nous être victorieux? Comment pouvons-nous supprimer la sanction? Avec unité, intégrité, avec la dualité et le conflit, nous ne pouvons pas supprimer la sanction. Nous ne pouvons pas résoudre les problèmes du peuple. Il y a des détracteurs, ceux contre l'Iran et son peuple. Une troisième session de négociation s'est ouverte mardi. Wang Kun, représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies, espère un tournant. Nos négociations sont entrées dans leur 4e semaine. Cette semaine sera en effet très importante. Nous constatons que des progrès importants ont été enregistrés, mais nous constatons également que des différences majeures subsistent à ce stade critique.
Les États-Unis devraient abolir toutes leurs sanctions unilatérales contre l'Iran et toute autre partie tierce avant que l'Iran ne mette en œuvre les dispositions de l'accord de Vienne. Accordé à l'économiste iranien Saad Lailaz, l'entretien de Mohammad Javad Zarif devait servir à un futur documentaire historique sur le bilan de la mandature de Hassan Rouhani. Loin de Vienne, l'interview pourrait finalement entraîner bien d'autres débats. La présidentielle, prévue le 18 juin, s'annonce donc très disputée entre les conservateurs hostiles à un rapprochement avec l'Occident et les modérés qui y sont favorables. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bon week-end à vous.